Y a-t-il une vraie différence entre la droite et la gauche dans ce... Voilà pour ces témoignages recueillis donc par Adrien Rivolier qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Et les questions qu'on va se poser avec lui et avec les autres invités, c'est évidemment celle de savoir si ça marcherait mieux si on était plus souple. C'est ce que défend notamment maître Cécile Madeline, qui nous a rejoint sur ce plateau et que vous avez entendu dans le documentaire. Au contraire, est-ce qu'il faut durcir les lois? Encore, diront certains, ça fait 3 lois en 10 ans, je crois, sur l'immigration. Pour quel résultat? Y a-t-il une vraie différence entre la droite et la gauche dans ce dossier? Ou bien est-ce qu'on se contente de faire d'un côté comme de l'autre de l'affichage parce que finalement, la question est trop sensible? Voilà, ça c'est le débat. Outre les deux invités que je vous ai déjà présentés, le sénateur UMP Roger Karoutchi, qui est auteur de plusieurs rapports parlementaires sur la question, rapports sénatoriaux bien évidemment, notamment sur le droit d'asile. Avec nous également le policier Christophe Crépin, secrétaire national chargé de la communication à l'UNSA Police, et le chercheur François Gemène, professeur de sciences politiques, notamment à l'Université de Versailles, et spécialiste des politiques migratoires. Adrien Rivolier d'abord, ils ont été faciles à convaincre, parce que filmer des gens qui finalement vivent pour certains, pour la plupart en France, sous le manteau, c'est quand même un curieux pas à sauter, non? Ça a été facile de leur faire accepter la caméra? Alors ce qu'il faut dire, c'est que tous les clients du cabinet d'avocats dans lequel j'ai tourné ne sont pas sans papier. Il y en a beaucoup qui ont des titres de séjour et qui viennent pour d'autres demandes, pour aller un petit peu plus loin, peut-être demander la nationalité française. Donc il n'y a pas forcément que des sans-papiers. Voilà. Bien sûr, évidemment, c'était difficile de les convaincre. L'acceptation n'était pas immédiate. À visage découvert. Hein. C'est pour ça que vous ne souhaitiez pas masquer. Hein. C'était une des conditions pour moi. J'ai fait beaucoup de films sur la justice, notamment la justice des mineurs, où je n'avais pas le choix de ne pas montrer les visages. Et pour ce film, c'était un choix de réalisation. Je voulais pouvoir redonner un visage aussi humain à ces personnes qu'on appelle migrés, sans papier. On ne sait plus trop comment on les appelle. Le débat sur l'immigration depuis une quarantaine d'années, oui, est partout, dans les discussions politiques, dans les médias, etc. Et j'avais envie, par ce film, de redonner un visage humain à ces gens-là. Et redonner plusieurs visages aussi. Parce que toutes les histoires sont très différentes. Il y a autant de problématiques juridiques que d'histoires et de parcours de vie humains. Ils ont tous des raisons très singulières de venir sur notre territoire. Et je crois que c'était important, à l'heure actuelle, de les montrer à visage découvert, qui racontent à l'avocat, par l'intermédiaire de l'avocat, leur parcours de vie, le parcours du combattant, parce qu'il faut le dire, c'est le cas, qu'ils ont dû entreprendre pour arriver sur le territoire. Donc bien sûr, c'était en sachant qu'ils seraient en situation illégale sur le territoire français. Ils connaissent nos lois, ils connaissent nos textes, ils connaissent leurs droits. Bien, s'ils viennent voir un avocat, c'est qu'ils ne les connaissent pas de manière intégrale, évidemment. Oui, mais est-ce qu'ils ont été briefés? Je pense qu'ils connaissent le droit des étrangers de manière beaucoup plus approfondie que la plupart d'entre nous. Ça, c'est une réalité. Mais parfois, ils le connaissent mal. C'est-à-dire que parfois, il y a des réalités. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On parle très souvent des passeurs. Oui, bien sûr, les passeurs existent. Oui, bien sûr, des passeurs exploitent les situations de fragilité de certains étrangers et réclament des sommes d'argent abominables. Et leur transmettent un droit qui est absolument faux. Donc parfois ils viennent très souvent avec des idées fausses sur le droit, mais quand même le parcours du combattant fait qu'ils ont été obligés de plonger dans. Moi, ce que j'entends dans le documentaire, c'est ça. Il y a un droit en France et finalement ça peut jouer pour moi. Je crois que je ne sais pas si l'objectif, je ne crois pas que l'objectif pour eux de venir en France, de se dire voilà, je viens en France parce que le droit est facile pour moi. Je crois qu'à un moment donné, on va rejoindre la famille. Peut-être à un moment donné, on décide de quitter son pays parce qu'on est vraiment en grande difficulté. Il y a toujours une bonne raison, très honnêtement, de venir ici. On entend beaucoup de choses, on vient profiter du système, profiter des allocations, profiter de tout un tas de droits. En réalité, un sans-papier qui arrive sur le territoire français, par exemple, n'a pas le droit au RSA, n'a pas le droit aux allocations familiales. Il a le droit à l'aide médicale. Bon, mais ça, c'est quand même le droit le plus strict. De polémique politique en ce moment. Oui, mais c'est quand même un petit peu, c'est peut-être une question de droit humain, de pouvoir subvenir aux besoins de santé d'un individu, quel qu'il soit et où qu'il soit. À la fin de votre documentaire, on a le sentiment que tout le monde gagne finalement. Pardon, je vais le dire brutalement, que la France ne choisit pas ses étrangers. Voilà, qu'on ne peut pas choisir. Dans ce film, il y a 7 cas. Dans ce film, il y a 7 personnages. Il n'y a pas 7 victoires, en réalité. Si vous regardez bien, ce couple qui est défendu par Maître Madeline au tribunal administratif, effectivement, la personne indienne sort du centre de rétention,
mais sa situation n'est absolument pas régularisée. La personne qui est apatride, c'est-à-dire qui est sous menace d'expulsion du territoire français, c'est-à-dire que la justice décide de l'expulser, mais il n'a pas de patrie dans laquelle aller. C'est ce Géorgien, d'origine, casier judiciaire, coupable de rébellion à agent. Son cas est assez spectaculaire, il faut bien le dire. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire? Les deux personnes qui sont en fin du film, les deux personnages, on ne les revoit pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a gagné? Je ne crois pas que le film montre une vision angélique de la question et du travail des avocats. Je pense que, voilà, j'ai pas fait un tri d'affaires gagnées. Je n'ai pas choisi que des affaires gagnées. Je n'ai pas choisi que... Parce que je craignais forcément qu'on me dise « Oui, mais Adrien, tu as une vision angélique du sujet. Tu vas montrer que des situations où on gagne, que des situations de personnes qui sont dans... qui se comportent parfaitement bien, et c'est le cas pour 99,99% des clients. Mais la personne géorgienne en question, par exemple, bon, voilà, effectivement, il a eu des comportements tout à fait contestables. Je pense que dans ce film... Il en est où, Maître Madeleine? À ma connaissance, toujours dans la même situation, c'est-à-dire que sa situation de régularisation est bloquée parce que le casier judiciaire, effectivement, empêche la préfecture de le régulariser. Mais comme il est géorgien d'origine yézide ou yézidi, on en parle beaucoup en ce moment avec les massacres qu'il y a en Syrie, notamment contre les yézidis, effectivement, c'est une minorité qui est peu reconnue. Et là, la Géorgie a toujours dit, pour moi, il n'est pas ressortissant géorgien. Donc on est effectivement, comme le dit Adrien Rivolier, face à une situation de fait d'apatridie, même si elle n'est pas reconnue juridiquement, et face à quelqu'un qui, de toute façon, n'est pas éloigné et n'est pas régularisé. Et ça, c'est très criminogène. Ce qui est très frappant dans le documentaire, et sans doute dans la situation qu'elle révèle et que vous vivez, vous, tous les jours au cabinet à Rouen, Roger Carucci, c'est que finalement, chaque cas pris individuellement, on a envie de dire, oui, ça se plaide. Oui, mais alors vous pourriez faire ça pour 10 millions de personnes, parce que si vous voulez qu'on fasse le tour du monde des massacres, des difficultés ou des problèmes économiques, des gens très pauvres, des gens dans la misère, quasiment, je ne reprendrai pas un ancien président de la République de gauche qui disait la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais au Premier ministre... Oui, Michel Rocard à l'époque. Ne faisons pas un président, on ne sait pas. Doit en prendre sa part. Mais la réalité, c'est qu'on a des textes mal ficelés. Alors on attend un prochain texte sur l'immigration et le droit d'asile, on va voir s'il est mieux ficelé. Et la situation en France est devenue insupportable. Et chacun le comprend. Nous n'avons plus les moyens, nous n'avons plus la capacité de faire comme si tout était possible. Alors arrive un moment où les situations individuelles font toujours ou de la peine, ou de l'émotion, et c'est normal. Et en même temps, quand vous dites, par exemple, que l'aide médicale d'État, créée en 2000-2001, coûtait à l'époque 75 millions d'euros, 750 millions d'euros cette année, probablement 1 milliard l'année prochaine, à un moment... on peut aussi se demander si les Français, en général, pas seulement la classe politique ou les parlementaires ou je ne sais qui, si les Français en général peuvent continuer d'accepter l'idée qu'au nom de l'émotion normale, quand on voit le documentaire, est-ce qu'au nom de cette émotion, on a encore dans ce pays la capacité de payer? Allez-y. Est-ce qu'on pourrait se poser la question aussi de savoir est-ce que l'immigration apporte des richesses en France? Mais il y a des rapports là-dessus. Monsieur Gémen, je pense que voilà, vous avez certainement des informations sur le sujet. J'en ai lu, notamment dans un article de l'Express, qui n'est pas forcément un journal réputé à gauche, en tout cas, qui milite pour la cause forcément des personnes étrangères ou sans papier, et qui avait développé un dossier très très complet, je ne pourrais pas citer les sources, mais qui expliquait qu'il y a énormément de richesses qui proviennent de cette population qui vient s'installer sur le territoire, des métiers qui sont occupés par ces personnes-là, qui ne seraient occupés par personne d'autre, et ça tout le monde le sait. Donc je pense que... Ils sont sans papier. Je pense, bien sûr que si, quand ils sont sans papier. Des agents de sécurité, des femmes d'ouvrage qui sont employées par des hommes politiques. Si on faisait... Des femmes de ménage employées par des hommes politiques, vous avez des Le noms? ministre de l'immigration, David Cameron, a dû démissionner il y a quelques mois parce que sa femme d'ouvrage était en situation régulière. En Grande-Bretagne. Chez les Anglais. Parce qu'il est certain que les Français sont beaucoup plus vertueux que les Anglais. Alors on a posé le débat et je crois que c'est très clair. Merci beaucoup Adrien Rivolier en tout cas pour ces témoignages qui vont continuer à alimenter notre discussion. Je voudrais qu'on réécoute Mohamed. Il est sans papier, lui il est sans papier, on peut dire ça comme ça. Hein. Il ne comprend pas bien pourquoi les policiers continuent à l'arrêter, dit-il, en moyenne une fois par mois, parce que lui, l'affirme, il est là depuis des années. Ils vous ont contrôlé la semaine dernière? Ouais. Bah oui, mais c'est quoi alors le 15 mai 2013? Ça, c'est la prochaine fois.
normalement. Ah oui, avant une fois. Une fois avant, C'est pas la première fois qu'on vous arrête. Beaucoup de fois. ouais, beaucoup, chaque mois. Donc on vous arrête aussi le 13 mai 2013. Ouais. On vous arrête tous les mois. Tous les mois, une fois. Je sais pas c'est quoi ça. Et ils ont toujours pas réussi à vous renvoyer. C'est Bah, pas c'est bien. criminel, c'est pas rien des choses, droite à gauche. Mais Je c'est sais pas une question, pourquoi mais comme monsieur ça. Mohamed, c'est pas une question d'être criminel ou pas, mais vous avez pas de papier. Ouais, Donc, c'est pas de c'est papier, normal qu'on vous donc, contrôle. C'est pas parce qu'on vous considère comme un criminel, hein, c'est juste parce que vous n'avez pas de papier. Donc conclusion. Il n'est pas dans le cadre de la circulaire pour l'instant. Il n'a pas encore les 10 ans de séjour. Il est sous le coup d'une mesure d'éloignement. C'est soit il échappe à la mesure d'éloignement, il se cache un certain temps. Là, on pourra envisager éventuellement de réécrire au préfet quand il aura 10 ans de séjour, au mois de juin 2014. Mais pas tout de suite. Il n'y a pas de loi avec le contrat de travail, là, ça fait 5 ans. Je viens de vous dire que non, je vous l'ai expliqué, monsieur. Oui. On va pas refaire rendez-vous, là. Hum. Je ne veux pas vous dire un truc pour vous faire plaisir. Je vais vous dire ce que c'est sa situation. Voilà pour cette situation. Il a été régularisé. Hein. Ce sans-papier n'est plus un sans-papier. C'est donc aujourd'hui un étranger en situation régulière en France. Christophe Crépin, quand même, parce que la situation ne fait pas hausser les sourcils que de Roger Carucci. Vous pouvez m'expliquer comment on peut arrêter un homme une fois par mois en moyenne, dit-il, Je pense pas. et le retrouver libre dans le cabinet de son avocat? Parce que à chaque fois, on lui donne des injonctions pour quitter le territoire, ce qu'il ne fait pas. Et au bout d'un certain temps, il se fait régulariser par ses avocats. C'est comme ça que ça fonctionne. Pardonnez-moi, ça veut dire que quand un policier interpelle, on dit ça comme ça, contrôle. Quand un fonctionnaire de police fait un contrôle d'identité sur une personne qui s'aperçoit que cette personne doit quitter le territoire, on lui donne une injonction. Pour C'est-à-dire, quitter le territoire, un un papier, on lui demande de quitter le territoire sous un délai de X temps. Et beaucoup de migrants ne veulent pas quitter le territoire et se font encore interpeller. Si je comprends bien, il reçoit un papier, il sort du commissariat. Quelques semaines plus tard, peu importe, un mois ou pas, Oui, c'est pas il toutes se fait les semaines, contrôler. à un certain moment, voilà. Je comprends, mais il se fait contrôler à nouveau. À nouveau, il va au commissariat, on lui remet une injonction, il quitte le territoire, c'est comme ça que ça se passe? Alors, sur ce cas précis, très honnêtement, je ne peux pas vous expliquer. Mais de manière générale, ça ne se passe pas de manière aussi simple que ça. Hein. Et on peut se faire embarquer, placer en centre de un étranger qui est en rétention situation irrégulière et qui va se faire contrôler va d'abord être placé en retenue. Ça, c'est une nouvelle procédure qui est une garde à vue spéciale sans papier. Donc, il va être retenu pendant 20 heures, comme ça, sur le champ, pour qu'on établisse sa situation. C'est le temps qui est donné à la préfecture pour prendre les arrêtés qui s'imposent. Ensuite, le sans-papier, il ne va pas ressortir libre. Il va se retrouver au centre de rétention. Aujourd'hui, on peut être retenu pendant 45 jours dans une espèce de prison qui ne dit pas son mot. Ça n'est pas une prison, c'est un centre de rétention. C'est exactement la même chose. Et effectivement, s'il a la chance de pouvoir trouver un avocat qu'il défend, s'il a accès au juge, parce qu'il y a des éloignements qui se font sans accès au juge. Hein. Donc il faut savoir qu'encore une fois, les cas qu'on voit dans le film, forcément, c'est les gens qui sont allés jusqu'aux avocats. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Effectivement, s'il peut accéder à un juge et qu'il y a un non-respect de la loi, alors il sera libéré. Mais quand un tribunal administratif annule une mesure d'éloignement, c'est parce qu'il y a des raisons juridiques de les annuler, des raisons sur le fond, parce que éventuellement la personne est menacée ou a des attaches familiales, ou c'est parce qu'il y a eu un non-respect de la loi. Vice de procédure. Des vices de procédure, mais encore une fois, n'en tiennent qu'au service de police ou de préfecture de respecter les procédures. Les juges font leur travail. J'entends. Il arrive à vos collègues de retomber sur les mêmes personnes comme ça, de manière régulière? Ça arrive d'une manière récurrente, oui, bien sûr. Oui, la vérité, c'est que combien et quel est le pourcentage des mesures d'éloignement décidées par la justice qui sont réellement exécutées? Donc le problème, il est là. C'est qu'en réalité, sur le territoire national, je ne sais pas exactement combien il y a de gens sans papier dans les centres de rétention. Mais vous en avez 10 fois plus, 20 fois plus dans la rue. Le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a entre 300 000 et 400 000 Ah non, pas dans les centres de rétention. sur le territoire Ah oui, sur le français. territoire. Non. Sur le territoire, il y en a 400 000, mais il y en a beaucoup qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qui avaient un certain délai pour quitter le territoire national et qui ne l'ont pas fait. À partir de là, que les policiers tombent sur des gens sans papier, entre guillemets, et en situation irrégulière sur le territoire national, c'est la règle assez courante. Si Dans vous avez quel cas 300 on 400 000... raccompagne à la frontière?
La fameuse reconduite aux frontières. Chaque fois qu'une personne est en situation irrégulière. À la sortie enfin, du centre de à chaque fois. rétention. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Ça coûte quand même, vous avez pas tous à la cité des fois. chiffres tout à l'heure, ça coûte quand même chaque année au budget de l'État 800 millions d'euros cette affaire. Vous avez parlé du budget de l'aide médicale d'État, 750 millions d'euros, ça coûte encore plus cher, la politique de répression coûte encore plus cher. Alors, je comprends que les téléspectateurs puissent être un peu choqués. Ils voient cette affaire, ce type qui se balade dans la nature, qui se fait interpeller par la police, qui reçoit une injonction de quitter le territoire, qui va trouver un bon avocat et puis qui parvient à se faire régulariser. Présenté comme ça a l'air un peu choquant. Mais en réalité, pourquoi est-ce que tous ces gens qui sont sous ordre de quitter le territoire, qui sont sans papier, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans ces situations? Ce sont souvent des gens qui sont arrivés en France légalement, qui sont arrivés avec des papiers, un visa de tourisme, un visa d'étudiant, etc. Pas celui-là, mais on va pas stigmatiser une personne, c'est pas le sujet. Oui. Et qui en fait vont pouvoir en France trouver du boulot, qui vont poursuivre des études, qui vont parfois fonder une famille et qui par la suite vont se retrouver dans une situation irrégulière, ils vont tomber dans l'irrégularité. Mais à ce moment-là, pour eux, ça devient très difficile de quitter le territoire parce qu'ils ont toute une vie sociale en France, qu'ils ont des attaches en France et alors ça crée des situations impossibles pour un demandeur d'asile. Non, parce que c'est important de bien comprendre. Vous êtes en train de me dire en gros que la plupart des sans-papiers aujourd'hui sont des gens qui sont rentrés de manière régulière en Mais France. absolument, plus de 90%. Pardon, on ne peut pas laisser dire ça. Non, je peux pas vous dire parce que je comprends que ce soit la vision pas tous à la fois. d'un certain nombre. Roger Enfin, Karoutchi. quand vous rentrez en France avec un visa étudiant ou avec un visa de touriste, vous rentrez légalement, C'est 60 000 mais chaque vous année, n'êtes pas 60 000 censé étudiants. rester sur le territoire national pour y fonder une famille, trouver un emploi, etc. Non. C'est ce que je dis, Roger Karoutchi. Non, Je non, dis non, qu'il non. rentre légalement et puis qu'il tombe Oui, dans oui, l'irrégularité. oui, non, la manière dont vous le dites, on a le sentiment que c'est l'État absolument Pas du tout, c'est vous oppressif. qui transformez Non, pas mes du tout. propos. La réalité, c'est qu'il rentre dans l'illégalité à partir du moment où il est rentré qu'avec un visa de tourisme ou d'étudiant, ils font comme si ils avaient évidemment la capacité de trouver un emploi, de fonder une famille et tout. C'est pas le cas. Quand un Français va dans certains pays du monde avec un visa d'étudiant ou visa de tourisme, je vous garantis qu'au terme des études ou au terme du séjour touristique, ils repartent. Je peux vous dire que pour m'occuper des Français aussi qui partent à l'étranger, il y a énormément de Français qui fondent des familles à l'étranger. Vous savez, ils se posent des problèmes aussi. Non, mais il y en a certainement. Il y a certainement autant de Français qui se marient à l'étranger que d'étrangers qui se marient en France. Je voudrais qu'on arrive à établir des faits. Vous avez le droit évidemment de vous attraper les uns les autres, et c'est tout l'intérêt d'un débat. Mais quand même, essayons de revenir aux faits. Reconduite aux frontières, je voudrais revenir là. Est-ce qu'il y en avait plus, est-ce qu'il y en avait moins quand Nicolas Sarkozy était au pouvoir, par exemple? Parce qu'on a entendu Brice Hortefeux scander année après année le chiffre des reconduites aux frontières comme l'un des succès de sa politique. Est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui? Non, un peu plus. Un peu plus aujourd'hui? Le socialiste expulse un peu plus que le gouvernement de Nicolas Sarkozy. En 2013. Non. Si, j'ai pas le chiffre précis, mais... Non. On est autour de 30 000. On est autour de 30 000. dans ce concours un peu pathétique de qui expulse Moi, le je plus. peux parler du terrain et je peux vous dire que les centres de rétention, il y a autant de monde dans les centres de rétention et que véritablement, moi je le dis vraiment sans clivage politique, moi je ne vois pas de différence, en tout cas dans la façon de traiter l'immigration irrégulière en France depuis le changement de majorité. Il y a eu des mesures quand même prises. Non, il y a eu des promesses de François Hollande. Il y a eu des circulaires de régularisation dont on pourrait discuter avec des critères extrêmement restrictifs, mais sur la pratique, puisque vous parlez de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, il n'y a absolument pas de souplesse. Aujourd'hui, un policier qui arrête un sans-papier va le conduire en centre de rétention. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté et surtout ce qu'on voit... Je vais dire les choses brutalement, de manière un peu caricaturale. La gauche n'est pas laxiste vis-à-vis des étrangers. En tout cas, cette gauche-là, non, ça c'est certain. Cette gauche-là, Manuel Valls, je voulais dire. Mais aujourd'hui, c'est François Hollande, le président de la République. Absolument pas. Non, mais très honnêtement, moi j'ai constaté, même sur certains points, un durcissement par rapport à ce que j'avais pu connaître avant. Par exemple, en fait, on fait des opérations à certains moments pour trouver des sans-papiers. Ça, monsieur de la police va pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne, mais il y a parfois des réquisitions de procureurs de la République qui disent dans tel endroit, on va contrôler tout le monde. Alors, entre parenthèses, on cherche toujours les mêmes étrangers. Soit ceux qui sont en famille, soit ceux qui travaillent. Ce qui est un petit peu paradoxal parce que... Il n'y a pas de recherche particulière. Alors si, je peux vous assurer que si, quand on se met sur les péages d'autoroute à 6h ou 7h du matin et qu'on n'arrête que les camionnettes de chantier, je suis désolée, on arrête effectivement les sans-papiers qui travaillent. Ça, c'est une évidence. Donc, on qui travaillent au noir d'ailleurs ou déclarés? Le but, c'est de lutter efficacement contre ce... Et certains pour l'État. Non, mais ça, c'est normal. Et certains pour l'État? Bien sûr, Bien sûr, par exemple.
On cherche spécifiquement, moi je dis qu'on cherche spécifiquement les étrangers notamment qui travaillent parce que ce sont ceux qui sont les plus faciles à attraper. Et donc pour en revenir à ces réquisitions donc, qui viennent du procureur de la République et qui viennent dire dans tel endroit on va contrôler tout le monde. Alors avant on disait on cherche les sans-papiers. Maintenant comme c'est dépénalisé, on cherche autre chose mais en réalité on contrôle les personnes qui ont l'air d'être d'origine étrangère. Là par exemple j'ai vu il y a un an quelque chose qui était complètement inédit pour moi, des réquisitions de contrôle dans les trains. Et c'est vrai que c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu choquant dans l'idée. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui arrivent dans les rames de train, qui sont en route. On met un policier au début du wagon, un policier à la fin du wagon, et on contrôle absolument tout le monde, y compris les gens qui ont des billets de train. Et là, c'est vraiment la souricière, si vous voulez. L'étranger ne peut pas sortir. Il y a une rumeur qui a couru, qui a dit qu'il y avait également des contrôles. Il y a une rumeur qui a couru, qui a dit qu'il y avait également des contrôles devant les préfectures. Où par définition, on vient faire la queue pour avoir des papiers. Il y a plus que des contrôles, il y a des arrestations dans les préfectures. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des... Non. Il y a ce qu'on appelle des convocations pièges. Alors heureusement, les juges, garants des libertés individuelles, annulent ces procédures, mais je peux vous assurer qu'il y a des étrangers qu'on convoque en préfecture en leur laissant croire qu'on va leur donner un titre de séjour. Et en réalité, on leur dit, monsieur, vous voulez des papiers? Ok, très bien. Vous vous asseyez là, tranquillement, on va vous préparer votre carte. Et là, on passe un petit coup de fil. Il y a 2 policiers qui arrivent et qui interpellent les gens qui essayent de sortir de la clandestinité. Christophe Crépin, il y a une politique du chiffre. Attendez, je voudrais poser ma question avant la réponse, si c'est possible. Est-ce qu'il y a une politique du chiffre, comme vous avez dit, votre syndicat a dit qu'il y en avait une du temps de Nicolas Sarkozy, par exemple, alors, ministre de l'Intérieur. Les objectifs chiffrés, quand M. Valls a pris les règnes du ministère de l'Intérieur, ont été abolis. Néanmoins, il ne faut quand même pas se mentir, il y a quand même... une politique quantifiée. Pourquoi? Parce que les primes aux résultats pour les chefs de service est toujours basée sur les résultats qu'obtiennent les gardiens de la paix sur le terrain. En matière d'étrangers? En matière générale. En matière générale. Et donc, la politique migratoire du gouvernement actuel n'a pas changé sur les autres politiques. Il faut, en matière de migration, avoir une politique constante, ce qui est le cas avec l'actuel ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, et on ne peut que se féliciter que la justice traite cas par cas chaque étranger et donne au gouvernement la possibilité à chaque individu, même s'il est en situation irrégulière, de pouvoir se défendre à l'aide d'avocats. Moi, je ne vois pas de différence. Moi, je suis apolitique. Je ne vois pas de différence sous l'ancien, sous le nouveau, sous la nouvelle monture, mais je sais que les droits des étrangers sont respectés. Et moi, je peux vous parler, pour le connaître, de personnes qui ne veulent pas quitter notre territoire et qui emploient tous les stratagèmes possibles. Il faut bien que vos auditeurs voient ça quand même. Hein. Oui, quand même alors, certains disent que la loi est trop compliquée en France. Vous allez entendre cet homme naturalisé français. Il est chef d'entreprise, je le précise parce que le réalisateur me l'a soufflé à l'oreille tout à l'heure. Il emploie 25 personnes, entreprise d'informatique. Il veut maintenant faire venir ses 2 filles en France. Comme c'est compliqué, il le dit tout net, il fera, mais sous le manteau. Moi, j'ai une solution. Alors, allez-y, c'est quoi Ma solution, c'est parce que comme eux, ils veulent me compliquer de leur côté, vous savez, quand ils disent qu'il y a des entrées des gens clandestinement, c'est parce qu'eux-mêmes, ils compliquent les choses. Oui. Bon, et là, moi j'ai dit... Ah, vous allez faire rentrer vos filles? Oui, je vais le faire rentrer, d'une manière ou d'une autre, et à la fin, ils vont se retrouver ici, et comme ça, on va exhiber les papiers. Hein. Parce que moi, j'ai voulu le faire honnêtement, et ils me compliquent. Moi, j'irai de l'autre côté. Vous dites, Cécile Madeline, dans le documentaire d'ailleurs tout à l'heure, que finalement c'est notre fermeté, c'est un peu notre bureaucratie qui condamne les étrangers à passer en situation irrégulière, en tout cas à pas ressortir, que ce serait plus fluide si on n'était pas si dur. Dans ce cas-là... Ce cas-là, il est tout à fait typique. Voilà un homme qui est arrivé en France depuis de nombreuses années, qui est naturalisé français, qui est extrêmement bien intégré. La seule chose, c'est que c'est un homme qui vient d'un pays en guerre. Quand il est arrivé en France, il n'avait plus de nouvelles de ses 2 filles qui étaient à ce moment-là petites, dont il pensait qu'elles avaient été perdues pendant la guerre ou éventuellement décédées. Donc, comme il n'avait pas leurs actes de naissance, qu'il n'avait pas parlé d'elles, elles n'ont pas été naturalisées en même temps que lui. Il retrouve la trace de ses filles. Et il demande des visas, puisque légalement, on permet quand même... Il est français, hein, donc on permet aux enfants de Français de pouvoir venir en France. Jusque-là, je pense que c'est acceptable. Monsieur le sénateur, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais il va dire ce qu'il en pense, inquiétez pas. Ça me semble quand même normal qu'un Français ait le droit de faire venir ses enfants. Bon, la seule chose, c'est qu'effectivement,
j'explique à ce client que comme il n'a pas parlé de ses enfants au moment de sa naturalisation, de deux choses l'une. Soit on dira c'est pas vrai, ce sont pas vos filles, soit on va lui retirer sa naturalisation. Donc je lui explique ça, il est venu me consulter, je lui explique qu'effectivement il est complètement pris dans un étau, qu'il pourra toujours expliquer qu'il savait pas qu'elles étaient encore en vie, mais qu'on ne va pas le croire, parce qu'il y a quand même une suspicion généralisée contre les étrangers, notamment l'état civil, c'est très clair, on a toujours l'impression qu'une personne d'origine africaine va frauder, hein, que les enfants ne sont pas ses vrais enfants, enfin je vous passe tous les détails des débats qu'on avait eus, vous vous rappelez, on parlait des tests ADN pour les gens qui venaient d'Afrique notamment, c'est tout à fait dans la lignée de cela. Et c'est vrai que j'explique au client qu'il est dans une souricière, que soit on lui dira non pour ses enfants, soit on va lui retirer la nationalité française. Je me contente de donner ce conseil. Après, effectivement, vous voyez la réponse qu'il me fait. C'est pas moi qui lui suggère. Et hein. on entend bien qu'il a disparu des clients de votre cabinet et que vous n'avez plus de ses nouvelles depuis. On ne sait pas ce qu'il est devenu. À mon avis, vraiment, je ne sais pas ce qu'a fait ce monsieur, mais il est fort probable qu'il n'ait rien fait du tout et que ses filles soient malheureusement, pour elles, toujours en Afrique sans leur père. Roger Carucci, vous plaidez coupable. Est-ce qu'il arrive que la loi crée des situations d'illégalité? C'est quand même un sacré paradoxe. Attendez. La loi, qu'elle soit d'ailleurs de gauche ou de droite, c'est la loi. Oui. Quand on m'explique qu'on est trop dur parce que la police contrôle des gens qui sont sous le coup d'une expulsion et qui ne sont pas partis, pardon de vous dire, c'est la loi. Dans la République, chacun ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut. On n'entre pas dans le pays n'importe comment, et on n'en sort pas non plus n'importe comment d'ailleurs. Mais dans le cas précis, si je crois comprendre, il a obtenu sa naturalisation d'autant plus facilement probablement qu'il a dit qu'il était seul. Absolument. Alors c'est vrai que je peux comprendre, j'en sais rien, je ne connais pas le cas, que l'administration, quand vous arrivez, comme le dit Maître ici présent, vous dit, attendez monsieur, il y a quelques années, dans votre dossier de naturalisation, vous n'aviez pas d'enfant? Parce qu'il n'a sûrement pas dit j'ai deux filles, je ne sais pas où elles sont. Il a dû ne pas en parler du tout. Oui, mais détachons-nous non, mais de, attendez. de ce cas vous ne pouvez concret. pas. Non, mais. Est-ce qu'il arrive que la loi soit tellement compliquée qu'elle crée des situations mais bien illégales, entendu que les lois sont compliquées. Non, mais les lois sont forcément compliquées parce que les situations sont compliquées. Parce qu'entre le droit d'asile, l'immigration économique, l'immigration clandestine, tout est compliqué. Simplement, un pays, une république, un état de droit est censé à la fois protéger ses citoyens et faire en sorte que l'accueil, quand il y a un accueil, soit digne de ce nom. On ne peut pas non plus... Mais on se raconte un peu des histoires, mais non, Roger Carucci, parce que d'un côté on dit, si vous respectez la loi, vous pourrez venir, ou pas. oui. Et puis si vous ne respectez pas la loi, eh ben vous disparaîtrez, mais vous resterez sur le territoire, mais on n'aura pas dit que vous pouviez y rester. C'est vous qui assez dites ça. Hypocrite. Moi je dis, si vous ne respectez pas la loi, s'il y a une décision judiciaire comme quoi il faut quitter le territoire, le rôle de la police, c'est de faire en sorte que la personne quitte le territoire. Je suis désolé de vous dire, la loi doit être appliquée. Ça, tout le monde l'entend. La question, c'est de savoir si les lois successives, parce qu'il y a eu, combien, 3 lois en 10 ans, François Gemène, c'est ça? Il y en a même eu 5 en 15 ans. Est-ce qu'elles rendent plus efficace la lutte contre l'immigration illégale? Sans doute une question que les téléspectateurs se posent. Absolument pas. L'immigration illégale continue d'augmenter en France comme partout en Europe. Pourquoi? Parce que partout en Europe, on a mis en place des politiques migratoires de plus en plus répressives. On essaie de fermer de plus en plus les portes, en croyant qu'en fermant les portes, on allait stopper l'afflux de migrants. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Si on fait une politique migratoire plus répressive, ça n'empêche pas les gens de venir. Simplement, ça les fait venir dans des conditions moins légales et dans des conditions plus dangereuses. Vous supprimeriez les complexités, les complications, la fermeté, vous diriez, on ouvre les frontières et tout le monde se est un balade. droit fondamental et que chacun a le droit de s'établir dans le pays qu'il souhaite. Donc ma position est très claire. Je suis favorable à l'ouverture des frontières. Faites un référendum en France juste pour voir. Moi, je voudrais Vous aurez 95%. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont aussi pour la peine de mort. Si vous faites un référendum sur la peine de mort, non mais attendez, discutons de manière raisonnable. Discutons de manière raisonnable. Un élément quand même qui pour moi est important. Je ne suis pas spécialement d'accord. Tout ce qui est législatif, ça c'est votre domaine, je le respecte, je vous laisse faire. Par contre, il faut quand même voir une chose, c'est ce que ces gens-là, pour moi, ce sont quelquefois des victimes d'un système qui est très clair et très net. Ce sont des criminalités organisées qui font croire à ces gens que c'est avec l'Eldorado en Europe et on a affaire à des gens qui viennent chez nous avec des passeurs. Et ça, pour moi, c'est une criminalité organisée et c'est comme ça qu'on va pouvoir lutter efficacement en luttant contre ces réseaux, contre ces gens qui traitent les humains. Voilà.
Ça, c'est vrai. Ça, je voulais l'apporter. Est-ce qu'il y a des succès en la matière? Mais bien sûr qu'on a des succès. On a des collègues qui passent quasiment toute leur carrière à lutter contre ce crime organisé. C'est un crime organisé. On laisse des gens en plein milieu de la mer et on s'en va. On laisse des gens à Calais et puis on les laisse comme ça. Aujourd'hui, la traite des êtres humains, partout, hein. donc ces réseaux de passeurs criminels, c'est aujourd'hui le 3e business le plus rémunérateur du monde. Derrière la drogue et le trafic d'armes, c'est le trafic des hommes. Et on essaye, toute la communauté européenne, de se prendre la main dans la main. Depuis lundi, on travaille tous en collaboration pour lutter efficacement contre ces passeurs. Depuis lundi, c'est extraordinaire ce que vous venez de dire. Pardonnez-moi. Non, depuis lundi. Depuis lundi, il y a eu une réunion. Toute la communauté européenne. Oui. C'est-à-dire qu'on est à la frontière avec l'Italie, l'Italie et la France travaillent ensemble. Oui. On est avec toutes les autres frontières, tout le monde se donne la main dans la main, en opérationnel, pour pouvoir lutter efficacement contre ces passeurs. Moi, ce que je voudrais dire sur cette histoire de passeurs, je pense qu'on est absolument tous d'accord pour dire que ce sont effectivement des criminels, qu'on met la vie des gens en danger. Juste, je voudrais dire qu'en pratique... 3000 morts au large de Lampedusa cet été. Le fait qu'on cherche vraiment à lutter contre les réseaux de passeurs. Parce que moi, au quotidien, j'ai des clients qui sont sans papier, qui se font interpeller. Jamais je n'ai vu un service enquêteur enquêter et demander véritablement aux personnes comment vous êtes arrivé. Est-ce que c'est un passeur qui vous a fait venir? Si jamais vous dénoncez votre passeur, alors on vous donnera un titre de séjour. Ça existe actuellement pour les réseaux de proxénétisme et ça commence à fonctionner effectivement pour les prostituées. Pour un deal, attendez, vous seriez pour un deal de septembre? C'est pas vrai, il y a des contrôles. On a des brigades spécialisées qui travaillent pour lutter efficacement contre ce crime organisé. Alors, il est sûr que quand on attrape un individu, c'est pas notre priorité pour lui dire que tu es venu, comment, etc. Mais on le sait déjà, on sait comment ça fonctionne. On travaille tous main dans la main. Ça n'existe pas malheureusement qu'à l'étranger ou pour faire rentrer. Moi, dans le cadre de l'un de mes rapports, je suis allé à plusieurs reprises dans des centres d'accueil des immigrés. Il y en a un notamment, plutôt bien d'ailleurs, dans le 19e arrondissement de Paris. Et les responsables du centre me disent « Vous avez bien fait de venir, c'est le jour ». Je leur dis, c'est le jour de quoi? De la soupe? C'est le jour de quoi? Mais c'est le jour, vous allez voir, la camionnette tchétchène va arriver. Et vous avez... Alors, on s'est mis devant avec les responsables du centre. On a vu arriver une camionnette. Il y a un type, un seul, qui descend, qui ouvre à l'arrière. Sont descendues 9 ou 10 personnes qui venaient vers le centre pour faire l'enregistrement, les papiers de départ, etc., avant d'aller en préfecture. Non, pardon de vous dire... Le type en question, même les responsables du centre disaient, la semaine dernière, il en a amené 10 autres. La semaine d'avant, il en a amené 10 autres. Et c'est le réseau de passeurs de Tchétchène. Si on le sait, c'est pas mon rôle. Non, la police fait son job. Si vous voulez, voyez, la police peut les interpeller. C'est pas fait. Ce qui nous intéresse, c'est d'arrêter des sans-papiers et de dire on en a reconduit tant. On arrête beaucoup de passeurs. On arrête beaucoup de passeurs. C'est le débat aujourd'hui. Mais très bien, c'est parfait. C'est un débat brûlant et qui intéresse nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a une politique efficace quelque part en Europe contre ces réseaux-là? Contre les réseaux de passeurs? Oui. Non. Aucune. Ouais. Le deal que tout à l'heure... Enfin, il y a une politique, elle n'est pas efficace. J'entends. Mais le deal qui était suggéré tout à l'heure par Maître Madeleine, c'est-à-dire l'idée de dire on te donne des papiers si tu donnes le réseau qui t'a fait rentrer. Ça existe quelque part? Après tout, c'est un système comme de repenti d'une certaine manière. J'imagine que ça doit exister. J'en ai pas officiellement connaissance. Moi, je n'ai jamais fait faire. Je vous dis, ça existe pour les réseaux de prostitution, mais pas pour les réseaux d'immigration clandestine. Le problème, c'est que les gens ont peur. Parce qu'en général, les réseaux de passeurs, c'est pas des enfants de cœur, quand même. Et on voit d'où viennent ces gens. Non plus, il y a des femmes qui parlent. Donc, pas beaucoup. Je dis pas que tous le feraient. On n'essaye même pas, entre nous soit dit. On n'essaye même pas. Je pense pas. Il y a quand même beaucoup de réseaux de passeurs. Est-ce qu'un des problèmes, si je peux me permettre, c'est que chaque pays, finalement, gère tout seul l'afflux d'immigrés qui arrivent sur son territoire, au lieu de faire une alliance européenne ou une union européenne? Il y a un vrai problème de coopération et de solidarité européenne sur cette question. Aujourd'hui, la politique européenne d'immigration, ça se limite pour le moment au contrôle et à la surveillance des frontières. Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique d'immigration. C'est le premier point. Le deuxième point, les pays du sud de l'Europe ont tout à fait raison de se plaindre parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui doivent faire face au plus grand afflux de migrants, simplement en raison de leur position géographique sur la rive nord de la Méditerranée. L'Italie, la Grèce, Malte, l'Espagne ont raison de se plaindre, ont raison d'appeler une plus grande coopération européenne. Et puis je pense que fondamentalement un problème qu'on a, pas seulement en France mais en Europe, c'est qu'on considère toujours le migrant comme une sorte de criminel en puissance et qu'on va chercher à arrêter les migrants, a fortiori s'ils sont dans des situations irrégulières, plutôt que de viser les réseaux de passeurs que nous créons nous-mêmes par cette politique de plus en plus répressive. C'est de plus en plus difficile de venir par des voies légales et donc les gens recourent à des voies illégales
et deviennent victimes de réseaux de passeurs. D'une certaine manière, vous ouvririez les frontières comme certains parlent de légaliser le cannabis. Il est certain que l'ouverture des frontières supprimerait la nécessité des réseaux de passeurs. Ça, c'est une évidence. Même le sénateur Karouchi le reconnaît, c'est dire. Quand vous aurez 1 million d'immigrés qui rentrent dans l'année, il n'y aura pas besoin de passeurs. Mais c'est là où vous méconnaissez la réalité de l'immigration, c'est d'imaginer que les gens viendraient parce que les frontières sont ouvertes. Pas du tout. Les gens viennent de toute façon, ils viendraient simplement dans de meilleures conditions. Mais notre pays apparaît pas tous à la fois. Mais parce que les situations économiques n'étaient pas les mêmes, parce que les situations de conflit n'étaient pas les mêmes, et parce que, mais non, mais c'est vous qui dites n'importe quoi, vous êtes d'un angélisme rare, mais vous avez raison de le penser, puisque vous le pensez. Mais la seule réalité, c'est qu'on sait bien que la France et quelques autres pays européens sont des pays, entre guillemets, plus attirants, plus attractifs. Non, la France attire beaucoup moins d'étrangers que Roger Karouchi va finir son propos. On est là pour débattre. On est là pour débattre. Laissez au moins Roger Karouchi terminer. Vous ne corrigez rien, vous affirmez votre position. Vous ne pas du tout. Je donne les chiffres de l'INSEE. La France délivre chaque année 200 000 permis de séjour. C'est moins que l'Angleterre, moins que l'Italie, moins que l'Allemagne. On donne moins parce qu'on a une politique migratoire plus ferme, mais c'est pas pour ça que si on ouvrait complètement, on aurait moins de gens qui viendraient. On vous mettra pas d'accord là-dessus, donc je vais passer à un autre sujet. Non, pardon. Je vais parler. Comme on n'arrive pas à vous mettre d'accord, mais que chacun a fait valoir ses arguments, on va en rester là sur ce côté-là. Il y a un mot qui nous a frappé en regardant le documentaire, et peut-être vous également, c'est le mot mariage. Apparemment, le mariage, c'est une clé d'entrée en France. Mariez-vous, ce serait l'arme fatale. Jean-Marie, la loi, elle est bête. C'est-à-dire qu'un jeune comme vous, ingénieur, qui a un boulot, il ne lui donne pas ses papiers. Premier mariage avec la première venue, du moment que ce n'est pas un mariage blanc, il vous les donne. Moi, je serais vous me marierez tout de suite. Hein. Après, vous m'avez bien dit que vous aviez une copine. Oui. C'était sérieux depuis longtemps. Ben oui. Bon, bah alors. Alors, surtout que maintenant, si vous me dites qu'il y a des possibilités de qu'il puisse être régularisé... Ben, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il ait des bulletins de salaire. Si vous vous mariez, ça, c'est super. Hein, parce que... Après, je sais qu'il ne faut pas se marier pour ça, mais des fois, on n'a pas le choix non plus, quoi. C'est ça qui est... Parce que donc, l'idéal, ça aurait été... Oui, vous voulez vous marier une fois qu'il a ses papiers. Mais non, mais je sais bien. C'est toujours ce que me disent les gens qui font des vrais mariages d'amour. Ceux qui veulent les papiers d'abord avant le mariage, et pas l'inverse. Donc, Monsieur Singh, voilà... vous êtes donc libre, vous pouvez continuer votre relation amoureuse, et si vous voulez vous marier, dépêchez-vous. Oui. Finalement, vous êtes une marieuse, maître. Un peu, oui. Votre premier conseil, c'est ça? Est-ce que vous auriez une petite amie ou un petit ami français à épouser? Non, mais je comprends tout à fait que ça puisse surprendre, surtout qu'on discute beaucoup de ces histoires de mariage blanc, de mariage gris. Je comprends encore une fois que ça puisse interpeller. Moi, je suis avocat, les gens viennent me voir, ils sont dans une situation problématique et ils attendent de moi des conseils. Il se trouve que, je dis la loi est bête de manière un peu triviale, ça ne se ferait pas dire ça, mais elle l'est de fait, puisque... Vous comparez par exemple une personne qui vit en concubinage depuis 5 ou 6 ans avec un ressortissant français, juste un concubinage simple, devant la préfecture, je n'arrive même pas à déposer mon dossier. C'est-à-dire qu'on refusera même de m'instruire mon dossier. Alors que vous avez une personne qui arrive et qui se marie dans la semaine de son arrivée en France avec un Français, il est effectivement régularisé de plein droit. Alors, attention, encore une fois, qu'on s'entende bien. Je ne dis jamais à aucun de mes clients de faire un mariage de complaisance parce que c'est extrêmement contrôlé. Il faut savoir que quand quand on est en situation irrégulière maintenant et qu'on veut se marier, je peux vous dire qu'on a systématiquement une enquête de la mairie, une enquête du procureur et de la police aux frontières maintenant quasiment systématiquement, et qu'en plus pour avoir un droit permanent au séjour, il faut rester marié pendant 4 ans. Donc je peux vous dire que les mariages blancs, ça ne tient pas 4 ans. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus pour autant, hein. À mon avis, il y en a vraiment très peu. Quelques centaines, vraiment? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a plus. Ça a pu se faire, je pense, à une époque où, effectivement, quand on se mariait, on avait directement la carte de 10 ans, c'était relativement tentant. Maintenant, il y a de tels contrôles que, franchement, ça n'existe plus. Par contre, c'est vrai que je suis obligée de donner ce conseil, parce que, légalement, ça simplifie totalement votre situation. Je crois que tout au début du documentaire, Joseph Mukendi répond à un monsieur algérien qui dit « Je suis marié avec une Française ». C'est votre confrère avocat. Voilà. Et
Et en fait, le monsieur appelle et dit « je veux prendre un rendez-vous avec vous ». Et mon collègue dit « mais c'est même pas la peine de prendre un rendez-vous, allez directement à la préfecture ». Mais oui, mais c'est la loi. Et heureusement qu'on protège encore la liberté matrimoniale. Ça fait partie... Ça vaut pour les enfants de la même manière? C'est-à-dire, est-ce que c'est un pass, pardon d'employer ces mots-là, mais enfin, voilà, est-ce que c'est un pass aussi vers une régularisation d'avoir des enfants qui naissent sur le territoire français? Alors, qui naissent sur le territoire français, non. Qui naissent sur le territoire français, non. Alors là-dessus, ça c'est très bien que vous m'interrogiez parce que je hurle devant ma télé à longueur de temps quand je vois des débats politiques sur la question. Et certains hommes politiques qui pourtant sont très bien documentés et qui viennent dire oui, il suffit de faire un enfant sur le territoire français pour être régularisé. C'est complètement faux. Il n'y a pas de droit du sol en France. Il faut quand même le rappeler parce que c'est dit à longueur de temps. On est français à 18 ans. Un enfant qui naît sur le territoire français n'est pas français. Il peut devenir français à l'âge de 18 ans. Oui, il y a des milliers. Pardonnez-moi, je redonne des informations. Il y a des milliers de sans-papiers qui ont des enfants en France et les enfants ne sont pas français et les parents n'ont pas de papiers. Donc on ne fait pas d'enfants pour avoir des papiers. Donc on expulse aujourd'hui des familles avec des enfants tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et on continue à mettre de temps en temps des enfants dans les centres de rétention. Je le dis aussi parce qu'on en parle moins. On a parlé de l'affaire Leonarda, c'est ça que vous évoquiez en disant que parfois on va même les chercher à l'école. Pour finir, parce que c'est une question très importante et que Manuel Valls d'ailleurs avait créé une certaine émotion comme ministre de l'Intérieur à l'intérieur du gouvernement en parlant, la question du regroupement familial, c'est la principale porte d'entrée en France, légale. C'est ça, pour les immigrés, c'est 90 000 par an. C'est aujourd'hui le motif principal d'entrée, de délivrance des titres de séjour légaux en France. À peu près 40% des titres de séjour, donc à peu près 80 000 sur 200 000, sont délivrés pour des raisons de regroupement familial, en effet. Et ça continuera parce que c'est pratiquement le seul domaine qui est protégé, en fait. Pour la bonne et simple raison que, par exemple, le droit au regroupement familial a été considéré comme un principe à valeur constitutionnelle. Donc on ne peut pas revenir dessus, Roger Karoutchi? Si, il faut réunir le Congrès? Si. Donc l'Assemblée nationale et les sénateurs pour revenir là-dessus? Un texte de loi qui reviendrait sur le regroupement familial qui, de mémoire, n'existe que depuis 1974. C'est Valéry Giscard d'Estaing. C'était avec Valéry Giscard d'Estaing. Si, bien entendu. Ça vous semble poser problème? Non, mais ça, c'est pas comme Manuel Valls? Mais Manuel Valls, d'ailleurs, on verra bien ce qu'est le texte définitif, puisqu'on ne l'a pas. Mais dans une ou deux rencontres avec les parlementaires, avait envisagé des limitations du droit au regroupement familial. Il y a déjà énormément de limitations. D'accord, mais je veux dire des limitations alors supplémentaires, comme ça. C'est déjà un droit qui est assez strict et assez restreint aujourd'hui. Il s'agit essentiellement des enfants ou des parents. Non, il n'y a pas les parents. Attention, le regroupement familial en France, ça n'est uniquement que le conjoint et les enfants mineurs. C'est une spécificité 80 000 personnes par an quand même. Ça n'existe que chez nous? Ah non, la plupart des pays européens acceptent le regroupement familial, mais c'est beaucoup plus ouvert dans la plupart des autres pays. Oui, mais ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime bien. Quand on regarde, il faut tout regarder. Par exemple, aujourd'hui, nous avons, 75 000 à peu près, peut-être 80 000 cette année, demandeurs d'asile. Il y en a un peu plus, par exemple en Allemagne, un peu moins chez les autres. Il faut faire un bloc en réalité. Et lorsque le bloc se regarde, c'est évident qu'on a un problème. Et que ce soit l'opinion publique, que ce soit la capacité de l'État, que ce soit le respect du droit, il faudra bien légiférer. Alors, il y a un texte qui vient sur l'immigration, un texte qui vient sur le droit d'asile. Il y aura un débat parlementaire serré et où, par définition, gauche-droite, nous allons durcir les conditions. Je vous laisse en juger de l'autre côté de votre téléviseur ou en tout cas de votre écran. Merci à tous d'en avoir débattu, parfois vivement, mais en essayant d'apporter des informations, c'est ce qui comptait. Vous pouvez continuer à commenter cette émission sur notre adresse mail qui s'inscrit comme d'habitude en bas de votre écran. La semaine prochaine, pas de débat, mais un documentaire ou plutôt la première partie d'une série formidable sur les Asiatiques de France.